Donc je vous représente à nouveau nos intervenants. Donc merci à Luc d'être là. Et je dirais que je le remercie d'autant plus, c'est pas sympa de dire ça, c'est qu'en plus il n'est pas très bien en ce moment, il a mal à la gorge, il a attrapé une pneumonie. Donc c'est vrai que c'est pas sympa de dire il vaut mieux que tu te la gardes, mais c'est surtout pas sympa de dire très bas. Mais en tout cas merci Luc d'être là. Michel, alors Michel c'est le grand Michanloup, vous savez, il en faut toujours un mais qui fasse peur et qui à un moment faisait très peur, toujours, hein, fait très peur à d'aucuns qui sont peut-être pas complètement réglo du côté de la santé et sécurité au travail, mais c'est bien, qui aime bien châtie bien, comme aurait dit ma chère mère. Et donc voilà, Michel est plus qu'expert tout sur les questions de santé et sécurité, particulièrement de RPS. Alors Jérôme, je trouve que tu as l'air très noble là, sur la photo là, donc on est là. C'est une photo professionnelle. C'est une photo professionnelle, voilà. J'ai changé. C'est une photo professionnelle, bravo. Donc Jérôme, on se connaît depuis un petit moment aussi, c'était un jour de digital et où il y avait des débats sur, c'était chez toi Jean-Marie Beretti, où il y avait des débats sur est-ce qu'on dit digital ou est-ce qu'on dit numérique, et je crois que tu étais de mon avis, alors là, c'est que digital c'était quand même plus sympa parce qu'il y avait quand même un geste de doigt là-dedans. Bon, donc Jérôme, CFDT, Accenture, on le dit aussi, et c'est d'autant plus intéressant que sur les questions d'innovation et de cornac à distance, de management à distance ou autre, tu vas en subir et en voir un rayon. Et Laurent, alors Laurent c'est notre préfigurant qui n'est pas vu du Val-de-Loire, l'Indre-et-Loire de Tours et d'ailleurs, et qui sur toute question finalement, pardon de te lancer des roses de loin, même si c'est la saison, moi ça commence à faner. Il représente parmi les services interentreprises de prévention et de santé au travail, vraiment pour moi l'un des exemples préfigurants. Voilà. Et donc, voilà, j'ai pris un peu de temps. Maintenant, Luc, si tu veux bien, c'est à toi. Donc on va essayer de regarder pour que moi je mette les choses bien, c'est-à-dire avec toi en premier. Est-ce que tu peux mettre ta caméra et est-ce que je peux demander aux autres qui sont pas sympas, enfin c'est moi qui suis pas sympa avec eux, de couper la leur pour qu'on puisse avoir Luc en grand. Juste pour vous dire, c'est que on a deux contraintes, c'est que comme on enregistre, d'abord il faut parler fort dans le micro, mais ensuite il faut qu'on n'ait pas trop de caméras actives en même temps parce que ça pique de la bande passante et l'image sera moins bonne et on aime bien voilà. Donc Luc, tu es là, merci à toi et donc voilà, la parole est à toi. Alors je sais que j'ai été très désagréable en te disant que tu avais 10 minutes ou un quart d'heure parce que tu as 5 minutes de plus que les autres, mais voilà, mais donc tu prends comme tu veux et puis c'est comme Marchais, je pose des questions, mais tu peux répondre tout à fait autrement. Luc, c'est à toi. Ok, alors bonjour tout le monde. Ça fait plaisir d'être avec vous. Canicule, chez nous, c'est pas ça. Il fait 25 par contre. Et c'est toujours un plaisir de travailler avec le groupe d'Anne-Denis. Alors, le leadership destructeur, ça fait toute une dizaine d'années que je travaille sur ce domaine-là, très difficile. C'est venu suite au laboratoire de santé psychologique il y a 25 ans. Et on s'est aperçu qu'un des principaux éléments, évidemment, du stress, on appelle à l'époque, on appelle santé psychologique, venait de la direction. Et ça nous a amené à justement commencer à regarder ce qui se faisait dans l'ère sombre du leadership, qui comprend donc la psychopathie, le narcissisme et le machiavélisme pour le tout. Et on s'est aperçu aussi qu'au niveau de la psychopathie, vous savez, il y a plus de risques de rencontrer un psychopathe, qu'on appelle une psychopathe clinique, au travail qu'à l'hôpital ou encore en prison. C'est des gens qui recherchent le pouvoir, qui adorent grimper dans les échelons. Puis leur idée, c'est effectivement pour trouver les autres. En leadership toxique, je vais revenir sur des conditions, c'est comment répéter qu'il y a des intérêts légitimes de l'organisation et des employés en minant les objectifs organisationnels, c'est-à-dire en détournant les objectifs organisationnels vers eux. Et les tâches, les ressources et le bien-être dans le milieu de travail. Donc, je vous dis tantôt que la probabilité qu'on puisse en retrouver est quand même assez élevée.
Dans nos recherches, on a observé qu'on a 20 et 30% de répondants qui ont dit qu'ils souffraient de leadership toxique dans leur milieu de travail. Donc, et ça va. Et c'est extrêmement difficile à mesurer aussi. Donc, c'est peut-être juste la pointe de l'iceberg, entre 20 et 30, parce que c'est très tabou. Quand on essaie d'expérimenter, nous, c'est extrêmement difficile. On a souvent des refus. Les refus viennent surtout, non pas des syndicats ou encore des employés, mais devant la direction, quand ils commencent à regarder le questionnaire. Alors, donc, il y a toutes sortes de raisons pour ne pas plus expérimenter dans leur milieu. Et juste le fait qu'ils refusent, c'est déjà un indice expérimenté. Donc, je vous disais tout à l'heure, c'est des comportements répétés. Quelques statistiques. Passer à l'autre. Je passe à la suite. Tu me dis quand tu veux que je glisse. Quand tu veux que je passe à la suite, alors pardon, il faut que je passe sur celui-là. Sur PowerPoint. Voilà. Alors, je disais tout à l'heure, 29% à peu près selon l'American Psychological Association aux États-Unis, 29% des gens disent que leur supérieur représente une source importante de stress. Chez nous, c'est à peu près ça. Nous, c'est entre 20 et 29 selon l'emploi. Les hôpitaux, c'est dans les 24-25% qu'on a expérimenté d'infirmières qui vont dire que leur direction est toxique. 32% vont souvent dire que leur dirigeant ou dirigeante n'est pas honnête avec un cadre des choses. 24% ont peu confiance dans leur patron ou leur patronne. Et en 2016, c'est très difficile d'obtenir des chiffres. Dans les chiffres qu'on a, c'est 2,3 milliards de dollars de pertes pour les organisations américaines prises avec des leaders qui sont toxiques. La perte d'argent, ces gens-là vont détourner l'argent pour leur propre profit, rendre leur subordonné malade. Bref, c'est une part importante de la santé psychologique. On peut ensuite, les conséquences du leadership toxique qu'on a observé, c'est l'épuisement émotionnel, évidemment, le burn-out, excuse-moi, la réduction du bien-être comme tel au travail, sabotage. Les premières études qu'on a faites quand on parlait de santé psychologique au travail, on essayait de voir s'il y avait du sabotage, du vandalisme des organisations, ce qu'on appelait la délinquance organisationnelle. Et d'où venait ce sabotage, ce vandalisme, et quelles étaient les conditions qui favorisaient ça. Donc, au départ, on s'est aperçu que le climat de travail malsain, posé par la direction, entre autres, va amener du sabotage ou du vandalisme, qui est une forme de vengeance de la part de certains employés pour se sentir, si vous voulez, malmenés. Alors, donc, c'est souvent déjà des premiers indices de quelque chose qui va. Des comportements contre-productifs qu'on appelle quiet quitting. Donc, des gens qui commencent à ne pas travailler moins, ou encore qui font un travail qui est plus rentable. Donc, puis on a une diminution aussi des comportements citoyens organisationnels. Le manque de savoir-vivre, on peut le retrouver, pas simplement de la part des employés, mais de la part de la direction dans bien des cas, comme chez les individus narcissiques et aussi des individus qui sont psychopathes. Donc, qui vont avoir souvent des comportements qui ne sont pas des comportements citoyens organisationnels. On va présenter ici les résultats d'une dernière recherche qu'on vient de faire. On a essayé de voir s'il y avait des comportements toxiques qui produisaient des problèmes de santé psychologique ou physique particuliers. Dans le PowerPoint qui suit, vous allez voir ce qu'on est allé regarder dans la littérature. On a commencé par regarder quels étaient les principaux termes qui étaient utilisés pour parler justement de problèmes de malveillance par rapport aux employés. Et on a fait une méta-analyse de 12 recherches pour voir si ces recherches-là, je vais vous parler aussi des abus qui étaient mesurés, arrivaient à des comportements, des symptômes psychologiques très particuliers. Bon, quelques définitions ici pour vous dire, on a mesuré l'incivilité. Le comportement des biens de faible intensité avec une intention ambiguë d'atteindre la cible. Une discourtoisie
et démontrer un manque d'égard envers la civilité, c'est le manque d'égard, répondre durement à un employé, se moquer un petit peu, se moquer beaucoup, et souvent de ce qu'il va dire, l'employé va dire. La discrimination, traitement injuste et négatif basé sur l'appartenance à un groupe social spécifique. Excusez-moi. Le harcèlement général, conduite interpersonnelle visant intentionnellement blessé un autre employé au travail. Le harcèlement général et conduite interpersonnelle, j'ai fait déjà un mandat comme vice-doyen aux ressources humaines à l'université. Et j'ai vu deux professeurs se prendre une collègue dans un corridor et les étudiants venaient me chercher, demander de les séparer. Donc, la violence, on peut en avoir partout. Une chose qu'on a remarqué, c'est que la violence est plus marquée, évidemment, dans les milieux ouvriers que dans les milieux plus intellectuels, mais elle se fait quand même. Donc, alors, le harcèlement sexuel, je laisse sur des élèves en connotation sexuelle au travail qui sont jugés, par la victime comme offensant et menaçant. Intimidation, j'engage vers le bullying. Un ou plusieurs employés qui se considèrent victimes d'agression directe ou indirecte au travail sur une longue période de temps. On retrouve ça assez fréquemment dans le bullying, donc des employés qui sont ciblés par la direction pour toutes sortes de raisons, et puis qui ne sont pas consultés, dont on ne prend pas compte de ce qu'ils disent. Ouais. L'agression physique, donc l'utilisation intentionnelle de force physique contre une personne ou un groupe de personnes dans des circonstances du travail. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'on en trouve dans tous les milieux. Elles sont plus cachées dans les milieux où on a un travail intellectuel que dans un milieu de travail physique. Les leadership abusif, ensemble de comportements volontaires d'un leader qui a l'intention de nuire à l'organisation subordonnée, en encourageant les subordonnés pour suivre les objectifs qui contreviennent aux intérêts légitimes de l'organisation. Et on emploie un style de leadership qui implique l'utilisation de méthodes d'influence visibles des subordonnés, indépendamment de la justification de ce comportement. Donc, c'est le leader qui ramène à lui-même, si vous voulez, des succès de ses employés, il ramène ça à lui. C'est lui qui est responsable des succès. Et le climat d'abus, le climat organisationnel. Donc, j'ai travaillé longtemps aussi là-dessus, sur le climat organisationnel, la perception qu'ont les gens de la façon dont sont traités, gérés dans un milieu de travail. Donc, le climat d'abus fait référence à la perception que l'organisation a différentes formes de psychologie ou physique, qu'elle ne fait pas d'efforts pour les sanctionner. Les employés, souvent, quand ils vont voir que les supérieurs ne suivent pas nécessairement l'éthique qu'ils devraient suivre dans le milieu de travail, peuvent avoir tendance à reproduire les mêmes comportements parce qu'ils vont voir que c'est des comportements qui sont comme récompensés dans leur milieu. Donc, ça, c'est les définitions qu'on était voir dans la littérature pour voir si effectivement il y avait des comportements, des symptômes psychologiques particuliers attachés à ça. Et généralement, ce qu'on s'est aperçu, c'est que la détresse au travail n'est pas nécessairement rattachée à un aspect plutôt qu'à un autre du harcèlement, des formes toxiques utilisées. Donc, si on continue toujours dans ce domaine-là, alors, les formes de milieu de travail ont les mêmes influences à la santé, c'est ce qu'on a cherché. Et on s'est aperçu que l'incivilité, la forme d'abus la plus répandue, 75% des gens disent qu'ils vont souffrir d'incivilité, de manque de savoir-vivre de la direction. L'agression physique, l'intimidation, la discrimination, entre 16 et 19%. L'agression physique est la forme d'abus dont l'intensité est élevée, la frappé quelqu'un. À ce moment-là, dans le domaine juridique. L'intimidation, la supervision abusive sont des facteurs très importants de la dépression. Ça, on a remarqué que, effectivement, l'intimidation ou la supervision abusive serait liée à la dépression. Dans le cas d'agression physique, le stress provoqué peut être qualifié de trauma. Remarquez que ça dépasse la simple notion de stress. C'est réellement un trauma, parce que souvent, on va laisser des marques. Donc, c'est l'agression physique. Alors, l'agression physique laisse des marques, l'agression psychologique, non, parce que l'agression psychologique, on a tendance à pas considérer ça aussi important que l'agression physique. Et l'agression physique, ça ne laisse pas de traces, mais ça laisse des traces psychologiques. Non.
Alors, donc, dans notre étude, les données viennent de sortir, qu'on est en train de finaliser, mais démontrent qu'il n'y a pas de symptômes psychologiques très spécifiques d'une forme d'agression. Il y en a qui sont plus importants, comme dans l'intimidation et la supervision physique, mais l'incivilité, c'est pas. Moi, je le sais, il ne peut pas avoir les standards dessus. Ok, je me permets de t'interrompre juste 30 secondes, si tu veux bien, Luc, juste pour dire par rapport au slide suivant, on voit bien qu'il y a une espèce de continuité entre d'une part ce que sont des comportements qu'on pourrait qualifier de très individuels, du genre la violence physique, ou là qui est vraiment attribuable à un individu, avec, avec par exemple des incivilités, et je vois que tu termines par exemple, je vais revenir dessus, mais tu termines ta liste, la liste des, issus de la littérature sur le climat d'abus. Donc là on n'est plus dans un seul, je veux dire, un fait d'incivilité ou même un fait de harcèlement, mais on voit bien là qu'il y a. Donc ça c'est parmi l'une des questions qu'on aura posées, c'est voilà, c'est l'éternelle question entre manager toxique, management toxique, organisation toxique, entre lesquels notre cœur saignant balance. Voilà, c'était juste une question là, mais c'est vrai qu'en ce moment c'est beaucoup la question, c'est on met tout sur le système et donc plus beaucoup sur les personnes, ou au contraire, comment toi tu vois les choses et comment les études les perçoivent. Parce qu'effectivement, à partir du moment où c'est toléré, c'est comme si ça entrait dans un climat. C'est pas tous les gestionnaires qui vont entrer dans cette façon de faire, mais ça devient comme généralisé d'une certaine façon. Il y a des départements qui vont avoir des leaders plus toxiques que d'autres. Ça, c'est un fait. Alors, on verra tout à l'heure, effectivement, comment on peut faire. Là-dessus. Ok, pardon, je t'ai interrompu, donc je passe la slide suivante si tu veux bien. Oui. Alors, la problématique qu'on relève, là, les dernières années que je vous ai présentées, c'est des résultats qui viennent juste de sortir. On n'a pas aucune idée de travailler encore, mais on pensait trouver des symptômes très particuliers reliés à des actions très particulières, mais non, pas nécessairement. Alors, il y a plus de personnalités toxiques aussi dans les hauts postes de gestion que dans la population générale. Ça les attire. Les organisations où on peut grimper hiérarchiquement, facilement. On peut faire de l'argent facilement. On peut attirer souvent ces gens qui ont été psychopathes. Alors, c'est un sujet aussi qui est tabou, qui a un contexte politique, bien sûr. Quand on a un leader qui est comme ça, dans une organisation qui est toxique, s'il demeure en poste, c'est qu'il y a des raisons pour lesquelles la haute direction le garde. La garde en poste. Souvent parce qu'il permet de faire, en québécois, la job, donc le job difficile. Alors, c'est un sujet qui est tabou, il y a un contexte politique dans lequel il se passe les bouts. Et c'est des personnalités difficiles à détecter en sélection. On est appelé à regarder plus amplement le rôle de la formation en leadership. Est-ce que ça sert à quelque chose? En règle générale, la formation en leadership, ça ne sert pas grand-chose qu'on observe dans les études. C'est rarement bien évalué. Et on ne peut pas changer un individu qui, en 2 ou 3 jours, va adopter un comportement toxique face aux autres. Et plus il va longtemps en poste, plus ce comportement-là va être difficile à changer. Donc, c'est des personnalités aussi difficiles à détecter en sélection. Donc, il m'arrive assez fréquemment de faire la sélection de poste. Et dans les entreprises qui me demandent de faire la sélection, tous les mots, vrai psychopathe va avoir tendance à tout faire pour venir passer des tests psychométriques. Donc, il va dire, vous savez, moi j'ai parlé avec la haute direction, je leur ai dit comment je l'étais, je n'ai pas besoin de passer des tests psychométriques. Ou ils vont essayer, dans le plus possible, de contourner ces tests. Des fausses. Donc, c'est des personnalités difficiles à détecter en sélection. Et puis, il existe un bon test. On va chercher, il y a des cas qui doivent tester en clinique, d'être décerné, donc détecter
des psychopathes au niveau clinique. Ça donne les bonnes idées. C'est difficile. Excusez-moi, ma voix est un peu... pardon, parce qu'on te fait parler, attends, j'arrive avec mon truc là. Non, ça va, je sors d'une pneumonie, alors... Voilà, donc nous voilà là-dessus. Oui, j'en profite, hein, si on laisse le micro, c'est juste l'horreur, s'il y a un trou. Mais on voit bien, il y aura des trucs sur lesquels on vous demandera peut-être aussi les uns les autres de réagir, c'est les différences entre management toxique, leadership toxique, manager ou autre. Alors, je renvoie, et pardon pour là maintenant pour la frustration de Luc qui nous avait fait, et que vous retrouverez d'ailleurs dans les replays, je pourrais vous envoyer ça, les différents profils de manager et de leaders justement, et quelles sont les incidences ça peut avoir sur leurs organisations. Et donc voilà, ta conclusion c'était, quand tu es très diplomate, mais c'est de dire qu'au travail c'est difficile à traiter, et en formation et en coaching. Je te laisse reprendre la parole, Luc, si tu veux bien. Oui, c'est ça, parce que la mode des enfants, c'est le coaching. Et quand on parle à des coachs qui sont agréés, je dirais, parce que c'est n'importe qui, puis toujours au lendemain, c'est des cas des coachs. Non, les vrais coachs vont dire que c'est extrêmement difficile de coacher ces gens-là parce qu'ils ont toujours des ondes. Ils sont mythomanes, surtout les psychopathes, très mythomanes. La réalité est la réalité qui existe. Alors, quand on est coach, c'est toujours la faute de l'autre. Ce qui se peut jamais une faute, eux, ils ont raison. Alors, c'est très difficile. Coaching. Est-ce que la direction ne va pas, à un moment donné, prendre une décision, qu'est-ce qu'on fait avec cet individu? Si on a des plaintes qui sont validées, j'ai vu, moi j'ai intervenu dans une entreprise où un des employés qui était la direction a retrouvé à un moment donné dans son repas de midi, dans le repas de midi dans le réfrigérateur, un verre à froid de conserve ainsi, 2 tranches de pain. Mais elle est avec le monde. Inutile de vous dire les dommages que ça peut faire. C'est criminel, ça, à ce moment-là. Et beaucoup de ses collègues ont dit, mais c'est pas un collègue qui a fait ça, on avait un membre de direction qui est venu effectivement jeter un coup d'œil dans le réfrigérateur sur les textes pour voir si c'était la preuve. Donc, il avait remplacé. Je t'interromps là à la fois pour économiser ta voix, et puis parce que il faut aussi la question change, mais peut-être c'est une question qu'on pourra reprendre en débat. C'est côté, j'allais dire, gestion RH de personnes, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut ne pas faire, ou qu'est-ce qui est véritablement la sortie. Est-ce que c'est vraiment la sortie, parce que de temps en temps c'est ça, ou autre chose. Je crois qu'on va te remercier, Luc, si tu veux bien, globalement là maintenant pour cette première partie. On voit bien la complexité du diagnostic et de tout ce qui est finalement intriqué là-dedans, et en termes d'organisation, et en termes peut-être aussi de laisser faire du côté de la direction. Donc on voit bien aussi qu'il y a une sensibilité plus grande qui se fait du côté d'une façon générale de l'opinion et autrement, et même sans rentrer dans le